Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une vidéo pour faire un petit point sur la légende qui voudrait nous faire croire que l'État imposteur d'Israël serait un État qui a réellement combattu pour son indépendance et qui a ensuite fait des guerres à ses voisins arabes qui l'auraient attaqué simplement pour le détruire parce qu'ils n'acceptaient pas qu'il y ait un État israélien, sous-entendu juif, donc on ramène l'antisémitisme des pays arabes, et qui aurait cherché à le détruire coûte que coûte, sans autre raison que celle-ci. Euh, alors je vais essayer d'être le plus précis et le plus concis possible, parce que le sujet est très vaste, vous l'imaginez, mais l'intérêt de ce sujet, c'est qu'on va vous montrer que l'histoire de cette nation fictive est une pure escroquerie, à l'image de la nation en elle-même, c'est-à-dire que c'est un pays faux, dirigé par des hypocrites et des menteurs, en tout temps. Les premiers dirigeants jusqu'aux ceux actuels et les prochains qui viendront, ce sont tous des charlatans. C'est un pays de mensonges, c'est la quintessence du mensonge. Si on devait incarner le mensonge sur cette planète, ce serait l'État imposteur d'Israël qui en serait la première, qui en serait la parfaite incarnation. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent dans la légende par rapport à sa création, ses origines, qui l'a aidé, qui l'a soutenu, etc. On va partir du principe que, à la base, cette nation, elle a été créée de toutes pièces le siècle dernier. En 1948, l'État imposteur d'Israël a vu le jour officiellement. Il a été mis en place sur des décennies en amont. L'État imposteur d'Israël a pris le nom d'Israël pour usurper l'État d'Israël antique, celui qui existait à l'époque des enfants d'Israël quand ils ont eu la Terre Sainte en héritage que Dieu leur avait promis. Il l'avait promise à la base aux enfants d'Israël, aux Israélites, non aux Juifs, parce que ça, c'est aussi la première escroquerie qu'ils nous ont fait accepter, c'est de faire croire que eux, les Juifs, ont eu accès à la Torah. Alors, Dieu leur a apporté la Torah via Moïse, et qu'en plus il leur a offert la Terre Sainte, ce qui est totalement faux. La Terre Sainte, comme la Torah, a été donnée, la Terre Sainte a été promise aux enfants d'Israël, et la Torah a été remise aux enfants d'Israël, mais jamais aux Juifs, ni la Torah, ni la Terre Sainte. Les Israélites sont ceux dont la Torah parle, et à qui elle a validé, elle a offert la Terre Sainte, à condition, il fallait respecter ces conditions pour pouvoir s'y maintenir sur place. Les Juifs ont détourné tout ça, les Juifs qui sont issus des enfants d'Israël, mais qui ont développé une secte qu'on appelle le judaïsme, qui sont accaparés en leur nom propre la Torah, et qui l'ont modifiée, etc., et qui en plus se sont accaparés cette promesse qui est fausse, puisqu'elle n'était pas adressée à eux. Et surtout, ils ont juste aussi oublié, mais c'est normal, ça fait partie du stratège de cette politique mensongère d'Israël, c'est que la promesse de la Terre Sainte, elle était faite à condition de respecter les commandements divins. Ce qui n'a pas été le cas, et Dieu les a chassés, les Israélites. Il a chassé les Israélites et les Juifs sont arrivés après ça pour s'accaparer tout ça, en occultant évidemment ces promesses, et ils ont assimilé les enfants d'Israël aux Juifs, ce qui est totalement faux. Un minimum de recherche permet de lever le lièvre assez facilement d'ailleurs, mais encore faut-il faire l'effort. Et beaucoup ne le font pas malheureusement. Donc cette escroquerie permet de justement aujourd'hui, à l'heure actuelle, de faire la confusion entre les Israéliens, les Israélites, les enfants d'Israël, ceux qui pratiquaient le culte israélite tel qu'il était dans la Torah avant que sa falsification, et ceux qui veulent savoir ce qui est falsifié ou pas, qu'ils se documentent. Je ne pourrais pas en parler ici, c'est trop long. Actuellement, les Israéliens, les Juifs israéliens, se font accepter comme étant les descendants donc des enfants d'Israël, alors que c'est totalement faux. Premièrement, parce que déjà, ils ne sont pas des Israélites, ce sont des Juifs. Et deuxièmement, ils ne sont pas génétiquement des descendants, ils ne sont pas sémites. Donc ils n'ont aucun lien familial, aucun lien de parenté avec les sémites de l'époque, les derniers sémites qui étaient en Palestine et qui se sont fait chasser par les Romains. Donc c'est des Ashkénazes à 95% pour la plupart d'entre eux, ceux qui peuplent Israël actuellement, et également tous les Juifs du monde entier en réalité. Les peu de Sémites qui restent, et encore faut-il le prouver, c'est ceux qui viennent du Moyen-Orient et du Maghreb. Et encore, pour certains du Maghreb, c'est aussi des Ashkénazes qui ont été ce qu'on appelle les Séfarades, mais les Séfarades, pour la plupart, c'était des Ashkénazes. Ils étaient en Europe, ils se sont fait chasser en Espagne, au Portugal, ils sont ensuite partis, ils se sont fait chasser de là-bas. Ils sont partis au Maghreb, dans l'Empire ottoman, et pour certains, donc c'était des Ashkénazes à la base. Ils sont devenus juste Séfarades, ils ont voyagé. Par rapport à l'Europe, ils sont partis au Moyen-Orient ou au Maghreb. Voilà. Mais, et encore, et le peu de pourcentage qui était éventuellement sémite, donc qui est parti du Levant, à l'époque de l'État d'Israël authentique au départ, et ben on les trouve plus, il faut les chercher. Et pour certains, ils sont restés en Palestine, ils sont devenus musulmans, chrétiens et musulmans finalement. Donc
si on cherche bien, les vrais sémites parmi les juifs, il y en a, on peut les compter quasiment sur les doigts de la main. J'exagère un peu quand même, mais ils sont pas très nombreux. On nous explique, et c'est là où la légende elle s'accélère et elle prend vraiment place maintenant, c'est que ce pays a fait une déclaration d'indépendance et qu'il a été aussitôt attaqué par les pays voisins. Alors il faudrait bien comprendre une chose, il n'a pas été attaqué, il a été... D'abord les Britanniques étaient là, ils faisaient tampon, c'était sous protectorat britannique. Les Français, les Anglais, les Français étaient en Irak, au Liban, en Syrie, et les Américains, et les Britanniques, pardon, ils étaient en Palestine, et ils géraient l'Irak également, si je dis pas de bêtises. Je dis ça de tête, c'est quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ils avaient la Palestine, c'est sûr. La France avait le Liban et la Syrie. Le point initial, c'est le plan de partage. Quand on a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël, on avait fait un plan de partage pour les Juifs, et il était à peu près, plus ou moins, entre guillemets, la moitié pour les Juifs et la moitié pour les Palestiniens. Sauf que les pays voisins le refusaient. On les dépouillait, c'était quand même difficile. Et même si on va nous dire qu'ils ont acheté des terrains, ce qui est vrai, à quel prix et de quelle manière? Là, il y a un sujet à faire, hein, parce que toutes les terres n'ont pas été vendues. Et elles ont été vendues pour certaines. Il y a eu une réforme foncière des lois ottomanes au niveau de la propriété foncière, donc quelques décennies avant justement la création de l'État d'Israël, où ils ont réussi, alors j'ai pas les termes exacts, où ils ont réussi à agglomérer des lots de terrain sur un seul acte de vente, et à l'insu de la plupart des propriétaires. Donc il y avait une personne qui faisait un acte, qui regroupait 10, 20, 30, 40 lopins de terre sous un seul nom. Sauf que les propriétaires des terrains eux-mêmes ne le savaient pas, n'étaient pas au courant. Et il y avait un représentant, alors c'était l'État ottoman qui faisait ça, donc c'était de l'administration. Il y avait un représentant qui arrivait, et les migrants juifs autour des années 1920, 30 et 40, quand ils ont commencé à immigrer en masse, même au début du siècle, ils ont acheté des lots comme ça de terrain. Et il y a des Palestiniens qui n'ont pas su que leur terrain était vendu à cause de cette loi. Donc une loi que moi je soupçonne, il faudrait que je fasse mes recherches, mais je la soupçonne clairement d'avoir été faite par des Dunmoney. Clairement, des Dunmoney qui étaient infiltrés donc depuis toujours, hein, depuis des siècles, depuis 3-4 siècles, puisque 1666 est apparue cette secte avec Tzabata et Zevi, et qui ensuite a fait des émules pendant des siècles, et ça s'est pérennisé au sein de l'administration ottomane. Les Domnés sont toujours là, Domnés. Ils sont toujours là, ces sabbatéistes, et je pense que cette loi est initiée par des gens de cette tribu, cette secte, pardon, et qui ont ensuite fait en anticipation pour comment dépouiller un pays rapidement. Ils ont rusé avec des lois dans le genre, des réformes foncières, et comme par hasard, l'immigration juive en a bien profité. Donc on a vendu des lots de terrain à l'insu des propriétaires terriens. Pas tous, mais beaucoup ont été vendus comme ça, donc il y a beaucoup qui n'auraient pas vendu. Et ensuite, on a eu donc la plupart c'était de la spoliation avec le plan de partage, et ensuite il y a eu la colonisation. Mais ça c'est pour en revenir à la guerre de 48, on a dépouillé la moitié de l'État, on l'a donné aux juifs migrants. Et ça c'était un acte impossible à accepter, c'était logique. N'importe quel pays au monde aurait refusé. Si on avait fait un plan de partage de la France, si c'était le cas, on aurait pris la moitié du pays, on l'aurait donné à des immigrants juifs, la moitié du pays, hein, et l'autre moitié on la laisse aux autochtones français qui sont à l'époque, peut-être ils étaient 40 millions, dans les années 40, 50, on va dire, qu'est-ce qui serait passé? Les Français auraient croisé les bras, auraient regardé les juifs prendre leur terrain, et ils arrivent au nom de Dieu, chez vous. Qu'est-ce que vous dites? La question se pose ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de réfléchir longtemps? Et après, si on commence à me dire, oui, mais les Palestiniens, ils viennent d'ailleurs, je renvoie toujours la même chose. Les Juifs, si on reprend même les enfants d'Israël, leur origine, on la trouve en Irak, à Our. Donc, s'il vous plaît, monsieur, ceux qui viendraient me dire que les Juifs ont leur terre ancestrale en Palestine, c'est des menteurs qui révisent leur histoire. Elle est inscrite également dans leur Torah, falsifiée pourtant, mais ça, ils n'ont pas pu l'enlever. Abraham, le père du monothéisme, et ce qui serait, selon les Juifs, le père du judaïsme, ce qui deviendra le judaïsme, mais c'était lui l'initiateur, et la lignée, elle commence par lui. Il vient de Our, en Irak. Donc les Juifs, ils n'ont aucune légitimité, ni ancestrale, ni quoi que ce soit, sur cette terre. Au départ, l'armée israélienne a eu du mal. Et ensuite, elle s'est ressaisie, elle a commencé à réussir à tenir tête aux armées arabes. Et la question de ce qui se pose, c'est pourquoi, comment ils ont fait? Un pays tout neuf, une armée toute neuve, pauvres petits Israéliens, comment ils ont fait? Il n'y a aucun mystère. Les réponses, elles sont très très simples. Israël est soutenu sur deux points, deux sources convergentes. Pour soutenir le combat contre les armées arabes, Tzahal n'a pas de mystère, n'a pas de secret. C'est pas des super rangers, c'est pas des power rangers, c'est pas des super samouraïs
combattants qui ont peur de rien, qui combattent tout le monde. C'est pas des Goliaths, hein. C'est pas des David contre Goliath selon la Torah et leur légende israélienne du petit pays, petit peuple qui détruit les géants. Rien du tout, tout ça. Il n'y a pas de mystère. Les secrets sont simples. C'est l'argent et les armes. L'argent, ils le reçoivent. Ils sont soutenus financièrement par la communauté juive américaine, une des plus importantes au monde. Et à l'époque, ils étaient là ils ont tout fait pour que l'État Israël existe. Ils ont soutenu jusqu'au bout pendant les conflits contre les nations arabes financièrement. Et en parallèle, militairement, donc avec cet argent-là, ils ont pu aussi, et donc surtout acheter des armes dans les ex-pays communistes, enfin ceux qui deviendront les ex-pays communistes puisqu'ils l'étaient à l'époque. Donc dans les pays communistes, ils ont réussi à s'acheter des armes. Ils ont été soutenus financièrement et militairement par les Américains et les pays communistes. En parallèle à ça, en plus de ça, ils avaient des groupuscules terroristes qui allaient zigouiller des gens dans les villages palestiniens. Ils les tuaient, des organisations de terreur, tout simplement, des terroristes. Et il y a eu quelque chose de très étrange, c'est que pendant cette guerre d'indépendance, il y a eu des dirigeants arabes qui ont expliqué aux populations palestiniennes, pendant ces combats, palestiniennes et arabes, pendant ces combats, ne restez pas, voilà, quittez vos maisons pendant que les combats, le temps qu'on gagne la guerre, et vous reviendrez. Et ce qui a fait que beaucoup se sont exilés. Bon, il y a déjà eu ceux qui ont eu peur, et puis il y a eu beaucoup qui ont suivi ces recommandations. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur maison, ils ont attendu que les conflits s'arrêtent. Et sauf que ils n'ont jamais été acceptés par Israël une fois que les conflits se sont arrêtés. Ils leur ont interdit, vous êtes partis, on a trouvé les maisons, elles sont à nous. Et comme ils ont soi-disant gagné cette guerre, ce qui est le cas, on va dire, de leur point de vue, puisque, oui, militairement, ils ont battu les pays arabes, donc à se poser la question si ces dirigeants arabes, pour certains, ils n'étaient pas de mèche avec les Israéliens en demandant aux habitants palestiniens de quitter leur maison pendant les conflits. À croire qu'ils avaient anticipé aussi, moi j'en suis persuadé. Il y a un travail de recherche à faire sur ça, sur ces événements-là. Ceux déjà que j'ai évoqués avant au niveau des terres qui ont été vendues par l'eau à l'insu des propriétaires terriens, cette loi ottomane qui a permis ça. Donc je suppose que c'est une loi initiée par des dominés ottomans. Et cet appel à quitter les maisons pendant les combats de dirigeants arabes, je suppose également que ce soit des agents infiltrés. Je pense, j'ai pas la preuve, mais je pense que le roi de Jordanie, à l'époque, il a dû le faire. Lui, c'était un agent de la CIA, c'était une des pires crapules qui puissent exister sur cette planète. Traître de père au grand-père en fils. Tout le monde, on a rarement fait plus traître que cette dynastie de Transjordanie à l'époque et de Jordanie maintenant, cette famille de traîtres. Eux, je suis persuadé qu'ils ont dû faire ça. Et donc Israël a profité de ça pour ensuite ne pas rendre les maisons étaient vides, ils étaient contents, ils ont gagné la guerre. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils sont contents, ils ont récupéré tout un tas de terrain, des maisons, et pour pas grand chose, quelques milliers de morts. Les Arabes, c'est des centaines de milliers d'évacués qui vivent désormais maintenant dans les pays à côté. Donc ça, c'est la première guerre qui n'a jamais été gagnée, qui n'a jamais été gagnée par son propre chef. C'est une armée construite de A à Z par les Européens, avec des immigrants européens pour la majorité, donc les Juifs européens, financés par les Juifs américains avec l'argent des États-Unis. Ensuite, on a donc les armes qui ont été fournies par les Occidentaux, avec l'ONU, les Occidentaux avec les pays communistes de l'époque, donc qui ont fourni des armes à Israël, avec les Britanniques qui étaient là, qui faisaient tampon, qui ont fermé les yeux sur beaucoup de choses, etc. Donc une guerre comme ça s'appelle pas une guerre. Et en plus, on attaquait des civils, donc en parallèle, avec des actions terroristes. Donc c'est tout sauf de la guerre. Et tout seul, Israël n'aurait jamais pu faire le tiers de ce qu'elle a pu faire pour cette guerre d'indépendance. Donc première guerre d'indépendance, faux. On va arriver ensuite à la canal de Suez en 1956, la crise de Suez. Pendant la crise de Suez, et même avant, le principal soutien de l'État Israël, de l'État imposteur d'Israël, important de le préciser, imposteur, c'était la France, effectivement. La France qui avait une dette morale par rapport à Israël, pourquoi? Parce qu'on l'a fait culpabiliser. Vous avez l'État français vichiste, hein, c'était les vichistes qui ont fait ça, le régime de Vichy qui a envoyé des juifs dans les camps d'extermination. Donc on a fait courber les chines à toute une nation, à cette époque-là en particulier, puisque c'était encore bien chaud. On a dit pour vos crimes que vous avez accepté auxquels vous avez accepté de participer, vous allez faire repentance éternelle à Israël. Donc à partir de maintenant, puis les Allemands aussi, mais les Français c'était quand même particulier. La guerre a quand même eu lieu essentiellement en France. Il y a eu une occupation militaire en France. Les gens peut-être l'oublient souvent, mais la France a été occupée militairement à cause de choses qui l'ont dépassée. Elle a subi des choses et elle a continué à en subir après. La France est un pays qui a été victime à cause de ses dirigeants. Ses dirigeants sont coupables et sa population, elle est victime et elle a subi sur son propre sol une colonisation, entre guillemets, mais c'était une occupation militaire. Donc ce qui s'est passé en France
a permis de forcer la France à devenir le laquais d'Israël. Donc après la guerre d'indépendance, jusqu'à ce que les États-Unis prennent le relais, c'était la France qui était le laquais d'Israël, et c'était le principal soutien politique et aussi militaire d'Israël pendant ces années 50, 60, jusqu'au tournant des années 60, un peu avant les années 70, où c'est les Américains qui ont pris le relais. Et en particulier à l'époque de la guerre d'indépendance en Algérie, où l'Algérie faisait sa guerre d'indépendance, donc à partir de 54, les événements ont commencé à avoir lieu, mais on va dire 54-62, et donc la crise de Suez arrive en 56, et Israël et la France a un intérêt particulier à soutenir Israël, parce que les pays arabes qui sont opposés à Israël soutiennent l'indépendance algérienne. Donc ils aident les Algériens à se libérer de la France. Et la France, elle a un intérêt, c'est à affaiblir les pays arabes pour affaiblir le soutien des Algériens. Donc à gagner à gagner cette guerre d'indépendance. Et donc pour ça, il fallait affaiblir les Arabes, et en affaiblissant les pays arabes, eh ben, on donnait l'avantage à Israël. Et comme la France était l'allié d'Israël, pour les différentes raisons que j'ai évoquées précédemment, tout naturellement la France et Israël ont travaillé ensemble la main dans la main pour la crise qu'on appelle la crise du canal de Suez. La France et Israël se sont mis d'accord, ils se sont entretenus avec les Britanniques pour aller lancer une offensive militaire contre le Sinaï. Contre le canal de Suez, c'est-à-dire qu'ils voulaient prendre le contrôle du canal de Suez. Alors les Français et les Britanniques, c'était pour le contrôle du canal de Suez, et les Israéliens, c'était pour le désert du Sinaï. C'était s'emparer de ce terrain. Alors, les raisons politiques qui sont invoquées, j'y crois pas 2 secondes. Israël, c'est que, je parle pas de l'Europe, la France et de l'Allemagne et de l'Angleterre, je parle d'Israël. Israël, chaque fois qu'il y a un territoire à prendre, c'est toujours, faut le regard biblique, systématiquement. Après, il y a besoin de ressources pour vivre, évidemment, pour que le pays puisse vivre, mais à la base, c'est toujours biblique. C'est le cœur, la motivation, sans exclure les raisons économiques. Mais à la base, c'est ça. Donc Israël, elle avait un intérêt biblique, avant toute autre considération, de prendre le Sinaï. Donc les Israéliens, ils récupèrent le Sinaï, et la France et l'Angleterre, ils récupèrent le canal de Suez. Ça a fonctionné. Donc une guerre emmenée par des actions avec des pays toujours étrangers, toujours les maîtres des Israéliens à l'époque, les Anglo-Saxons et les Français. Donc à quel moment Israël a mené une guerre toute seule, une vraie guerre, c'est-à-dire que voilà, par ses propres moyens, non, toujours pas, visiblement non. Et finalement, ils étaient tellement contents, les Israéliens, d'avoir récupéré Sinaï, qu'ils commençaient ils étaient presque en train de, voilà, ils jubilaient, pour eux c'était bon, on a récupéré une grosse part du territoire originel. On est aux portes de l'Égypte, la prochaine étape c'était le Nil, et donc ça aurait été un bon présage biblique, et sauf que les Russes, à ce moment-là, ils arrivent et ils disent, vous dégagez, vous restez pas là, ou ils interviennent. Et si les Russes interviennent, c'est pas la petite armée palestinienne inexistante, ou la Syrie, ou l'Égypte, non, c'est la Russie. Et là, ils se sont calmés, les Français se sont calmés, les Britanniques, et on a posé l'Union soviétique, l'URSS a posé le pied sur la carte en disant vous dégagez, et les Israéliens sont retirés à regret. Et c'est à ce moment-là, après le canal de Suez, que les Français donc ont plus ou moins passé le relais aux Américains pour la suite de ceux qui allaient soutenir Israël. Et ça a commencé, en fait, il y a un passement de témoins qui s'est fait après les événements de 56, donc à l'orée des années 60, et les Russes et les Français et les Américains, et les Français et les Américains se sont un peu, les Français se sont retirés doucement, et les Américains ont pris le relais clairement, et jusqu'à la fin des années 60, où ça apparu clairement, où les Russes, ou les Américains, c'était les laquais des Israéliens. Ça n'a pas empêché la France, à cette époque-là, d'aider les Israéliens à mettre en place leur programme, entre guillemets, nucléaire, pour dissuader les pays voisins d'éventuellement un jour d'attaquer les Israéliens, décidément. Et ça, on l'a découvert que plus tard. Enfin, on a aussi un fait important, c'est que les Israéliens, selon la légende, auraient volé les plans de la bombe atomique française avec des espions, avec des Sayanim. Les Sayanim, ce sont les espions juifs, de confession juive, ou même voire des sympathisants simplement de l'État juif, qui travaillent en dépouillant des secrets de pays dans lesquels ils vivent, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, partout. Partout où il y a un intérêt à espionner et à voler des données, secrets défense, technologiques, ou peu importe le domaine, pour Israël, les Sayanim, c'est-à-dire un saillant, c'est un espion, comme un sympathisant de la cause juive. Et donc ces Sayanim, de par le monde, ils agissent toujours dans l'intérêt d'Israël. Et ça a toujours existé.
et ça existera toujours. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas un saillant qui agit pour l'entité sioniste scélérate. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Qu'on parte en Mongolie, peut-être en Antarctique, mais au pôle Nord, mais comme c'est pas des nations à proprement parler, et encore les scientifiques qui sont là-bas, je suis même pas sûr qu'ils soient pas affiliés plus ou moins avec l'État imposteur d'Israël, à aller savoir. En cherchant un petit peu, je suis sûr qu'on peut trouver. L'intérêt, c'est que à ce moment-là, donc les Français ont beaucoup collaboré pour aider le développement de l'industrie de la défense militaire atomique israélienne, et en plus de s'être fait dépouiller par les Sayanim, pardon, qui sont qui ont volé les plans au nez à la barbe de l'État français. Ça, c'est juste magnifique. Et c'est-à-dire que c'est de l'espionnage industriel, c'est des en langage pénal, on appelle ça d'intelligence avec l'ennemi, surtout dans les domaines militaires. Donc ça relève du tribunal militaire, et ça relève aussi de la haute trahison, donc ça mérite la peine de mort. En temps normal, c'est des traîtres à la nation qui ont fait ça. Et en fait, le principe des Sayanim, c'est que c'est des traîtres, c'est une organisation de traîtres, de gens qui vivent dans vos pays respectifs de par le monde. Tous ces gens-là, ils vivent, ils ont été éduqués, ils travaillent, ils grandissent, ils ont été soignés, ils se sont enrichis pour certains dans ces pays hôtes, qui les ont donc fait grandir dans leur sein, et pour toute récompense, ils ont juste dépouillé des secrets les plus importants de ces pays, et ils l'ont vendu, l'ont offert. En général, ils les offrent, ils les offrent à leur pays de cœur. Voilà la reconnaissance de ces Sayanim. Et cette mentalité, on la retrouve donc dans dans les actes de cette nation qui vole, et qui fait des guerres préventives, entre guillemets, dans le dos, aidée de tous les gens qu'elle arrive à manipuler, et en particulier les nations qu'elle arrive à manipuler, sans quoi elle ne peut rien faire. La guerre d'indépendance et la guerre de 56, le conflit de Suez de 56, en est une des preuves éclatantes. Mais les deux conflits ensuite qui restent à venir, qui sont celui de la guerre des 6 jours de 67 et la guerre et ensuite de la guerre de Kippour en 73, ces deux conflits-là, ils sont beaucoup plus poussés dans la traîtrise. Là, ils sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. Arrive enfin la guerre dite des 6 jours, la fameuse guerre. Celle qui est un rappel qui rappelle furieusement le fait que, selon la Torah, Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il s'est reposé, le Shabbat. Ici, Dieu, ce n'est pas lui qui crée, c'est Israël qui fait la guerre en 6 jours, et c'est pas le monde qu'elle fait, elle détruit une nation, un ennemi, puisque pour le coup c'est les nations arabes, c'est Ishmaël, comme diraient les juifs qui nous parlent d'eschatologie et de guerre que le grand Israël, la grande nation israélienne va mener dans la fin des temps. Et nous y sommes à la fin des temps. Et donc Ishmaël, les Arabes, se sont fait détruire par l'armée israélienne, selon leur légende, en 6 jours. Alors il faut bien comprendre que ces 6 jours-là, ils ne sont pas arrivés par hasard. Parce que pour détruire une armée ou désarmer en si peu de temps, c'est pas en frontal, non, ça se fait toujours comme à l'accoutumée avec l'armée israélienne, par la traîtrise et la ruse. Il faut savoir deux choses. La première chose, c'est que l'armée égyptienne était la plus puissante de la région à l'époque. Il y a eu une coalition de pays arabes qui ont décidé de se mettre en ordre de marche pour, plus ou moins à court ou moyen terme, attaquer Israël à un moment qu'ils jugeraient opportun. C'était dans l'air. Les préparatifs, les nations se mettaient en place pour ça. L'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Liban, et je crois ce qu'on appelle la Transjordanie, ou la Jordanie à l'époque. Ils avaient plus ou moins le projet d'attaquer donc à un moment donné Israël. Le roi Hassan II, quelque temps avant, qui avait eu écho de tout ça, il tenait à Casablanca une réunion de la Ligue arabe qui se tenait à Casablanca, je crois que c'était quelques mois avant le déclenchement de la guerre. Et il savait qu'il allait avoir ils allaient évoquer éventuellement cette possible attaque qui devait venir. Et il a fait venir dans cet hôtel, à l'insu de tout le monde, des agents du Mossad pour écouter les discussions. Ils ont pris tout un hôtel, tout un étage, et ils avaient des micros, ils écoutaient, ils ont fait des enregistrements de tout ce qui se disait par les dirigeants arabes à cette époque-là, à Casablanca. Le très cher roi Hassan II, le très cher. Il y a peu de chances qu'un vrai musulman aurait agi comme ça. Pour moi, c'est pas un hachémite, c'est pas un descendant du prophète, clairement. Je me demande s'il est musulman, je n'irai pas jusque-là, mais je suis presque sûr qu'il ne l'est pas. Par son attitude, son comportement, c'était clairement pas un musulman.
De quelle confession ou de quelle mouvance spirituelle il était, je n'ai aucune certitude, bien que j'ai une idée. Mais je suis persuadé qu'il n'était pas musulman à 99,9%. Et ce personnage-là a donné toutes les infos nécessaires. Alors, pour info, les agents israéliens ont presque été démasqués. Donc, ils sont partis très rapidement, ils n'ont pas pu rester jusqu'au bout. Par contre, le roi Hassan II, bon prince, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il a récupéré tous les enregistrements des débats donc, de la conférence de la Ligue arabe, et il les a gentiment, comme un bon petit toutou qu'il l'était, il les a renvoyés au Mossad via des agents qui ont pu écouter à loisir les débats et ont pu anticiper que les Égyptiens et les autres nations arabes se coaliseraient dans le futur. Et donc ils ont commencé à étudier comment eux allaient attaquer avant et allaient détruire les armées le plus rapidement possible. Donc ils avaient un coup d'avance grâce à la traîtrise du roi Hassan II, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres choses qui ne sont pas forcément sorties, dont on ignore encore, mais en tout cas pour le roi Hassan II, c'est établi. Il a donné des documents, il a fait venir les agents du Mossad, et ensuite il leur a donné les enregistrements pour qu'ils aient bien le temps de préparer tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'était le 5 juin 1967, pour être précis. Les Israéliens, par surprise, de bon matin, ils attaquent l'aviation syrienne et égyptienne. Ils détruisent quasiment la grande majorité de l'aviation égyptienne. C'était la plus puissante. Ils se sont acharnés dessus. Il restait plus rien. Les Syriens ont été quasiment éradiqués très rapidement également. Ils étaient insignifiants militairement par rapport à l'Égypte. La plus grosse menace, c'était l'Égypte. L'Irak et la Transjordanie, ou la Jordanie, je ne sais plus, ils n'ont pas fait le poids. Les Libanais, on n'en parle pas. La grosse menace, c'était l'Égypte. Elle a été éradiquée tout de suite au sol, avant quoi que ce soit. Avant que n'importe quel conflit ait pu avoir lieu, il n'y avait plus d'armée égyptienne. Le danger aérien évacué, puisqu'il n'y a plus d'aviation capable de les combattre, et là, il n'y avait plus que l'aviation israélienne qui était là, et ils ont soutenu, donc avec leur aviation, les Israéliens, l'avancée des chars israéliens qui sont ensuite partis combattre en Égypte et les pays voisins sans aucune résistance. L'aviation israélienne pouvait faire ce qu'elle voulait, elle pouvait dégommer qui elle voulait, et les chars, ils avançaient. Et là, c'est bingo, parce que qu'est-ce qui se passe? Ils récupèrent non seulement, enfin, c'est pas qu'ils récupèrent, ils gagnent la guerre, mais ils récupèrent la bande de Gaza, le Sinaï, le Cisjordanie et le Golan. Le Golan qu'ils n'ont jamais rendu d'ailleurs. Il n'y a que la bande de Gaza qui a été rendue il y a une quinzaine, pas moins d'une vingtaine d'années, si je dis pas de bêtises, et le Sinaï, donc qui a été rendu depuis. Mais sinon, voilà, cette guerre, elle a permis quand même de multiplier le territoire israélien d'une manière incroyable. Et c'est justement cette guerre de 6 jours, je faisais le parallèle avec la création du monde en 6 jours par Dieu, selon la Torah, 6 jours plus un jour de repos, donc 6 jours. Cette guerre de 6 jours pour détruire les voisins, les ennemis à Ishmaël, ça donnait un signe religieux fort pour les juifs sionistes qui ont décidé d'aller coloniser donc la Cisjordanie. Et donc ça a lancé un élan catastrophique pour les Palestiniens qui étaient encore là, qui avaient encore à peu près une maison au bout du jardin. Même là, ils ont été éradiqués. On a commencé à les dépouiller. Plans de colonisation se sont multipliés. Et c'était donc catastrophique à tous les niveaux pour les pays arabes et les Palestiniens en particulier. Depuis 6 ans, les pays arabes ont perdu la guerre des 6 jours très humiliante. Ils ont perdu des territoires. Les Égyptiens sont amputés du Sinaï. La Syrie a perdu le Golan. La bande de Gaza et la Cisjordanie, ça appartient à Israël. Donc c'était une humiliation. Donc pendant 6 ans, il y a eu des petits conflits, des embrouilles. Les Américains et les Russes sont rentrés en disant attention, calmez-vous. Il y a eu des pourparlers avec l'ONU, etc. Enfin toute la clique habituelle. L'OLP a commencé à bien faire des attentats, depuis Khartoum, ils ont eu leur siège là-bas, ils ont commencé à mener des embrouilles, des attentats, des actions contre l'État imposteur d'Israël. Bon, c'est de la géopolitique classique dans des pays en guerre, avec des colonisateurs et des colonisés, et les puissances étrangères derrière qui jouent leur jeu aussi. Donc ça a duré quelques années jusqu'en 73. Et en 73, les pays arabes ont réussi à nouveau à se coaliser pour récupérer ce qui s'était fait dépouiller 6 ans avant. Donc ils ont utilisé à peu près la même technique, c'est-à-dire attaquer Israël en traître. Mais quand on se fait attaquer par un traître, il est normal d'agir comme un traître. Et quand on vous a volé vos biens par la traîtrise, vous n'allez pas arriver en disant coucou, vous êtes chez moi, vous m'avez volé, je vais vous voler par tous les moyens. La guerre du Kippour, elle correspond exactement au même jour. C'était le Ramadan chez les musulmans, donc il y avait le jour du Kippour chez les juifs, et c'était pendant le Ramadan chez les musulmans. Et l'Égypte a lancé une attaque contre l'armée israélienne qui était stationnée donc dans le désert du Sinaï depuis donc la guerre des 6 jours, ils avaient récupéré le territoire. Donc l'Égypte a attaqué directement l'armée israélienne
qui était au Sinaï. Elle se fait relativement bien éradiquer, elle se prend tellement de missiles dans la gueule qu'elle finit par reculer. Donc les Israéliens se font battre à plat de couture dans le Sinaï. En parallèle, l'escroc qui gérait la Syrie, c'est-à-dire Hafez el-Assad, l'escroc vraiment, c'est vraiment un escroc, et son fils, c'est la même lignée. Soi-disant, il combat. Alors moi, j'ai jamais eu confiance dans cette tribu, dans tous ces gens représentants du parti basse. Levantin, ces gens-là, ils sont souvent des agents. Alors, Hafez el-Assad, il était franc-maçon, a clairement agi dans le sens des intérêts de ses maîtres. Donc, c'est un pare-feu, c'est un pare-vent. Al-Assad, c'est les folions, ce que j'appelle les folions. C'est des agents mis en place qui doivent servir à un certain moment, puis après ils doivent sauter au moment venu, mais ils doivent toujours laisser l'avantage à ceux qui les ont mis en place. Les Occidentaux les ont mis en place pour servir les intérêts d'Israël. Donc à ce moment-là, comment on sert les intérêts d'Israël quand on est en conflit contre Israël? Eh bien, on fait en sorte de se battre contre Israël, mais au final, on sait qu'on va se coucher. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'a fait Hafez el-Assad. Alors donc pendant que les Égyptiens ils chassaient les Israéliens du Sinaï, sur le plateau du Golan, Hafez el-Assad essayait de les combattre sur le plateau du Golan, donc les Israéliens. Mais les Israéliens, il leur a fallu à peu près plus ou moins une semaine pour retourner la situation, et mieux que ça, non seulement ils ont battu les Syriens, mais en plus l'armée syrienne, mais en plus ils sont rentrés en Syrie. Ils avancent tellement en Syrie qu'ils s'approchent vraiment de Damas. Et de leur côté, au Sinaï, les choses tournent aussi, les Égyptiens se font prendre par revers, et à l'époque il y avait l'escroc Ariel Sharon, qui était donc dans l'armée israélienne, et qui arrive à traverser le canal de Suez, et ils commencent à rentrer en Égypte, l'armée israélienne de leur côté. Et là c'est le statu quo, parce qu'il y a une espèce de neutralité, les Israéliens n'arrivent pas à prendre le dessus sur les Égyptiens, et inversement. Il y a un statu quo qui se fait. Et c'est là que sur l'entrefait, arrivent nos chers Américanos et les Russes, c'est-à-dire les pays occidentaux, qui viennent au secours d'Israël. Ils voient que le conflit est en train de stagner. Ils sont contents qu'Israël ne s'est pas fait dégommer, mais ils sont pas rassurés par la suite des événements. Et ils préfèrent intervenir. Ils arrêtent le combat, ils demandent un cessez-le-feu. Au final, à part le Sinaï qui a été restitué quelques années plus tard via plusieurs cessez-le-feu et accords, le Golan est resté de propriété israélienne. La bande de Gaza a été rendue seulement dans les années 2000, et la Cisjordanie est toujours occupée et est en phase de colonisation intensive depuis longtemps. Ça c'est le résultat de ce qui s'est passé donc ensuite à cette guerre de Kippour. Dans la foulée de la guerre de Kippour, il y a eu le choc pétrolier. Les pays arabes se sont entre guillemets vengés de l'action israélienne et américano-israélienne en se coalisant, puisqu'ils sont pour la plupart membres de l'OPEP, et ils ont pu faire un embargo sur le pétrole, et donc faire monter les prix et créer une crise importante à cette époque-là, le premier choc pétrolier. C'est une des suites de cette guerre de Kippour. Alors pour aller plus loin par rapport à la guerre de Kippour, parce que il y a beaucoup d'informations, en particulier sur Anwar el-Sadat, qui était président d'Égypte à l'époque, et son éventuelle traîtrise. J'en ai pas parlé là parce que c'est trop long, parce que ça expliquerait certaines dans cette guerre de Kippour, qui est donc la dernière menée par les pays voisins avec Israël, la réelle et véritable dernière guerre que Israël a menée. Les guerres qu'il a menées plus tard contre les Palestiniens, parce que c'est ce qu'il sait toujours faire de mieux, c'est de se battre contre des civils, ou contre le Hezbollah au Liban, donc c'est pas des vraies guerres, et la guerre qu'il a entre guillemets menée contre le Hezbollah, il s'est pris une dérouillée. Et c'est suffisamment documenté. Et donc là, quand il a eu des vrais combattants en face, c'était un imposteur, n'a pas tenu la route, et il aurait pu se faire méchamment exterminer s'il n'avait pas eu la lâcheté, comme toujours, de se retirer comme des pleutres. Et ensuite de trouver des prétextes, bref, et de droguer évidemment leurs soldats pour qu'ils aient le courage qu'ils n'ont jamais eu, c'est-à-dire se battre contre des vrais combattants, comme des soi-disant hommes qu'ils ne sont pas. Donc il y a un document très important qui est très intéressant, du moins, qui explique certaines choses par rapport aux relations qu'il y avait entre Anwar el-Sadat, Golda Meir et Kissinger au niveau de l'arrangement par rapport à ce conflit. Alors il y a beaucoup d'informations, je vais mettre en lien l'article qui en parle. En tout cas, ça éclaire sous un nouveau jour ce conflit, avec l'éventuelle participation dans une organisation concertée de ce conflit, donc par les Égyptiens, les Israéliens et les Américains. On aurait voulu ce conflit, on a fait en sorte de le maîtriser du début à la fin pour offrir et remplacer les Russes, l'influence russe au Moyen-Orient, par les Américains,
qui vont justement, au sortir de ce conflit, les Égyptiens vont se tourner vers les Américains, qui vont devenir leurs alliés, et qui depuis les financent régulièrement, leur apportent une aide financière chaque année, depuis cette époque-là. Il y a un document très intéressant donc, que je mettrai en lien, et qui explique tout ça. Il est assez long, mais il est très très intéressant à consulter. Donc il sera dans le descriptif de cette vidéo. Donc pour finir, on est tous en phase, on sait que les Égyptiens et toutes les armées arabes ont été fournis militairement et soutenus militairement au niveau matériel et au niveau logistique par les Russes. Et on sait que les Israéliens étaient soutenus depuis toujours militairement, financièrement et tout ce qu'on voudra par les Américains et les Français en amont et les Britanniques et aussi différents services secrets, et ça depuis toujours. Et que les conflits qui ont impliqué Israël systématiquement ont été chapeautés par les puissances occidentales, de sorte à ce que jamais la nation ne serait battue. Toujours, elle a toujours été soutenue. Donc elle a jamais réellement combattu. Elle n'a jamais, ça reconfirme ce que j'ai toujours dit et ce que je continue à dire. L'Israël n'a jamais fait de vraie guerre. Elle a toujours eu des sparring partenaires contrôlés. Quand elle avait le dessus, on la laissait faire, et quand elle se faisait prendre à revers, on arrêtait le combat. L'arbitre jetait l'éponge et il demandait de discuter. Ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été contre des adversaires qui étaient à sa portée. C'est-à-dire qu'on les a réduits à l'impuissance avant de l'envoyer au combat. Ce qui s'est passé pour la guerre de 6 jours. Et pour cette guerre de 73, il y a encore d'autres événements qu'il faudrait détailler pour prouver encore. Et ce document que je vous mets en lien prouve en partie que ça a été chapeauté et que ça a été organisé à l'avantage israélien et américain ou israélien, effectivement. Donc c'est sur ces informations et sur ce thématique-là que je vais en rester là pour les pseudo-guerres d'Israël. Donc Israël n'a jamais rien mené comme guerre, aucune, jamais. C'est un État imposteur, il l'a toujours été, il l'a encore, et il le sera jusqu'à sa disparition totale. Un menteur ne peut faire que du mensonge. Un État de charlatan, de A à Z, religieusement parlant, historiquement parlant, territorialement parlant, ne peut qu'engendrer du mensonge à tous les niveaux. C'est une règle immuable. Le vrai attire le vrai, le faux ne produit que du faux. Et on en a la preuve dans tout ce qu'a entrepris cet État imposteur. On ne devient pas une vraie nation en 10 ans, en 15 ans, en 30 ans. Une nation, ça se crée sur du long terme, avec des gens qui ne sont pas importés massivement, subitement, et aidés financièrement et militairement subitement, et que ça fonctionne sur un claquement de doigts. Comme Israël est venu au monde par une création humaine, elle sera amenée à quitter ce monde par une destruction humaine. Il n'y a pas d'autre alternative pour cette nation fictive. Son histoire l'annonce, son comportement belliqueux et irrespectueux le valide. Ça va finir dramatiquement et de manière fulgurante. Cet État va disparaître comme il est arrivé. Il va disparaître de l'histoire. Et son mensonge est emmené à disparaître. Et le mensonge ne tient jamais à long terme. Pour l'heure, la majorité des gens se voilent la face devant ce mensonge israélien, devant ces mythes et légendes israéliens qu'on nous rabâche à longueur de temps. C'est juste une question de temps avant que les choses changent, et changent de manière impressionnante. Évidemment, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de pro-israéliens ou de sympathisants de l'État d'Israël, ou de juifs tout simplement qui imaginent leur pays de cœur comme quelque chose de fantastique, et que c'est une victime de l'antisémitisme, parce que, etc. Enfin, tous ces gens-là qui ont, quoi qu'il arrive, un avis différent du mien, ils ont le droit. Mais s'ils viennent débattre sur ces sujets-là, venez avec des arguments, faites des vidéos, faites des articles, étayez vos propos et confrontez-les. Et ensuite, il peut y avoir des débats avec des gens qui, comme moi, affirment certaines choses qui ne vont pas dans votre sens. Vous pouvez aller mentir ailleurs, il y a ce qu'il faut. Vos amis idéologiques qui détiennent la presse et tout le spectre de l'information, que ce soit audiovisuel ou presse écrite, radio, etc., ils passent leur temps à mentir, à cacher la réalité. Donc il y a de quoi faire. Allez, continuez à poster ou commenter, ou faire vos remarques sur tous ces sites, ou toutes ces chaînes de télévision, etc., ou toutes ces radios, mais ne venez pas, ne serait-ce que sous cette vidéo, mettre votre propagande. Je vais vous dégager dans la foulée, et je discute même pas avec vous. Donc si vous êtes dans la construction, venez discuter, venez débattre avec des arguments. Si c'est pas le cas, passez votre chemin. Donc sur ce, si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez éventuellement que j'aborde un autre sujet dans une prochaine vidéo, dans la mesure du possible, et donc de mes capacités à savoir de quoi je parle, si je peux en parler, j'en parle avec grand plaisir, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. Et pour le reste, je vous dis à très bientôt, j'espère.